Trigger warning, description de viol et d'agression sexuelle. Dans le monde de l'incesteur, il n'y a pas 36 possibilités. Soit vous vous placez du côté de ceux qui ont mis l'incesteur en prison et qui peuvent l'en faire sortir. Et dans ce cas, vous n'accordez pas vraiment foi à ce qu'il raconte, puisque c'est votre vision du monde qui prime sur la sienne. Soit vous êtes dans le monde de l'incesteur, parce que c'est votre ami, votre frère, votre père, votre collègue, et que votre lien s'est tissé sans que vous sachiez qu'il était incesteur. Dans ce cas, c'est lui qui dicte les règles de fonctionnement des relations. L'ethnologue qui discute avec l'incesteur se coule forcément dans la deuxième peau parce que c'est son métier. Être déstabilisé. Dans le monde de l'incesteur, vous avez en permanence un goût bizarre collé au cerveau, au point que vous finissez par vous demander si vous êtes cinglé ou si ce que vous venez d'entendre ou de dire est normal. Les questions sont bizarres, les réponses aussi, et l'impression d'absurde vient parfois en parade au sentiment d'horreur qui pourrait vous assaillir. André, que vous allez fréquenter longuement au cours de ce livre, m'a énormément fait penser à mon père, et je l'ai bien aimé. Même tranche d'âge, beau, cultivé, cadre supérieur dans le même secteur d'activité que mon père lorsqu'il travaillait, remarié, ses filles aînées ont à peu près le même âge que moi. Très investi dans la vie de famille, sympathique, mon père peut se montrer charmant, soucieux du bonheur des siens. André s'interrogeait sur les raisons du silence soudain de sa deuxième fille. Alors qu'ils avaient renoué le contact et qu'ils s'écrivaient régulièrement, Sophie a totalement disparu et ne répond plus à ses courriers. Dans la dernière lettre qu'il lui a écrite, quelques mois avant mon enquête, il souhaitait répondre à une question très importante pour elle, qui voulait savoir pourquoi, des 3 filles qu'il avait élevées, 2 filles et une belle-fille, l'aînée des belles-filles n'avait pas vécu avec lui. Elle était la seule avec qui il n'avait pas tenté d'avoir des relations sexuelles. Je saisis la balle au rebond et demande de rechef à André pourquoi il n'a pas violé sa cadette. André me dit qu'au moment où il allait lui répondre, il s'est souvenu d'une idée dont il s'est immédiatement ouvert à Sophie, puisque, dit-il, maintenant on ne doit plus avoir de non-dit. Je cite André. Oui, parce que quand sa sœur me demandait pourquoi pas elle, et j'étais en train de lui répondre, et je me suis rappelé que j'avais eu une idée assez bizarre, je m'étais dit, pour ne pas la violer, je vais la sodomiser. Dorothée Ducy. Ah ouais, André. Parce que, à l'époque, j'avais pas mal de relations sexuelles. C'était devenu dans les mœurs. Au début, on m'a demandé de le faire. Il y a eu pas mal de femmes qui me l'ont demandé. C'est pas moi qui l'ai cherché. Ça me paraît toujours bizarre, mais Dorothée Ducy. Mais pas votre fille? André. Oui, voilà. Mais à un moment, j'ai eu cette idée, je l'ai pas fait. Mais j'ai presque été près de le faire avec elle et je me suis soulagée entre ses fesses, entre ses cuisses. Dorothée Ducy. Mais vous n'avez pas pensé que ça pouvait choquer Sophie que vous lui racontiez un truc pareil? André. Oui, je ne sais pas. Fin du dialogue. Ou encore, aussi surprenant, ce père d'une fille unique dont l'évocation du parcours de sa fille fait entrer en quelques lignes dans la 4e dimension des vies qui commencent mal. Chaque phrase montre le décalage entre la perception du père, totalement banalisante, et la réaction qu'on imaginerait s'ayant de sa part compte tenu de la situation, à savoir un discours culpabilisé, voire contrit, rétrospectivement scandalisé. Le français n'est pas la langue maternelle de J.T., qui est tahitien de Tahiti et qui a souhaité purger sa peine de prison en France. J'ai demandé les Pyrénées entre guillemets, pour renforcer ses chances de trouver une épouse gagnant sa vie et avec qui il puisse s'établir, les occasions étant, paraît-il, plus rares à Tahiti. Dorothée Ducy. Votre fille vivait chez sa grand-mère. J.T. Oui, sa mère a quitté moi et la petite. Dorothée Ducy. Et votre mère, elle n'était pas au courant? J.T. Si elle est au courant, elle m'a grondé, elle m'a dit d'arrêter de faire ça. Dorothée Ducy.
Et vous, vous n'avez pas écouté. JT. Non, pas du tout. C'est ça que je regrette maintenant. Votre mère s'en est rendue compte vite? Non, quand elle est tombée enceinte, elle a porté plainte pour dire que c'est moi le père de l'enfant. Elle avait 17 ans quand elle a porté plainte. Votre fille a demandé de l'aide à votre mère. Oui, elle était à l'école. L'enfant est né, il est avec elle. C'est moi qui l'ai adopté jusqu'à 11 mois. C'est moi qui l'ai élevé. Il porte mon nom, c'est un garçon. C'est elle qu'elle a porté plainte. Donc, on vous a retiré l'adoption. Oui, et c'est elle qui le garde. Quand elle est tombée enceinte, je suis partie. Je ne suis pas restée là-bas chez ma mère. Vous saviez que vous n'aviez pas le droit de... Oui, oui, je savais depuis le début, mais je savais que j'ai pas le droit de prendre ma fille. Vous saviez que vous n'aviez pas le droit parce que c'était votre fille ou parce qu'elle était petite? Je savais tout ça, mais ça s'est passé. Et il y a d'autres personnes qui savaient? Non, que ma mère. Votre fille disait non? Oui, ça oui, je l'ai entendu dire non. Peut-être elle a peur de moi, je ne sais pas. Vous lui faisiez peur? Non, pas du tout. Au début, quand je l'ai vu flirter avec un garçon à 10 ans, c'est là que je lui ai fait peur, je l'ai giflé. À 10 ans, flirter avec un garçon de 22 ans. Oui, mais à 10 ans, vous l'aviez déjà violée. Oui, oui, c'est par jalousie que j'ai fait ça. C'est là que j'ai commencé à dire la pression sur elle, des choses qu'il ne faut pas dire aux enfants comme je vais te tuer. Vous lui disiez ça pourquoi? Je lui ai dit une fois, si tu veux un garçon, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Elle avait 10 ans. Elle disait quoi quand vous faisiez ça? Elle se met à pleurer, c'est tout. Votre fille a revu sa mère depuis qu'elle est avec vous? Non, jamais, pas depuis qu'elle est avec moi. Elle ne veut plus revoir sa mère. Si vous aviez eu une femme, vous n'auriez pas pris votre fille. Oui, c'est ça le problème, c'est que j'habite loin de la ville. À la ville, il y a des femmes, mais il faut payer. Vous ne pouviez pas payer? Gaspiller de l'argent pour ça? Quand j'étais là-bas, j'avais pas les moyens d'avoir une autre femme. Donc, du coup, quand vous alliez chez votre mère, vous preniez votre fille. Ben voilà, comme je travaille à l'extérieur, je descends chez ma mère et voilà. Fin du dialogue. Ou bien encore ce jeune homme à qui vous auriez donné le bon Dieu sans confession. Et vous auriez eu tort, je l'ai su par la suite lorsqu'il a commencé à m'écrire des lettres salaces et crescendo dingues, au sens commun du terme. Noam pensait que c'était son mariage qui dérangeait sa nièce et situait le moment où leur relation était devenue différente à la cérémonie. Ouvrez les guillemets. Mais le fait que je me sois mariée, il y avait quelque chose qui ne passait plus. Le contact ne passait plus. Je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais ça allait mal avec tout le monde. Elle envoyait promener tout le monde, sa mère, son petit frère. Fermez les guillemets. On ne peut que se demander si c'est une coïncidence ou une mauvaise interprétation de sa part. En tout cas, au moment où il me parle de ce quelque chose qui ne passait plus entre sa nièce et lui, je sais qu'il a violé cette nièce 2 jours avant de se marier. Soit le lien entre le viol et le changement dans leur relation ne lui traverse pas l'esprit, et dans ce cas il est gravement bizarre, soit il formule un discours rétrospectif signifiant qu'au moment du mariage et du viol, il pensait que sa nièce était consentante et qu'il ne l'avait pas violée. Dernière option plausible, il me prend pour une conne. À ce moment de l'entretien, je n'ai pas encore reçu ces lettres et je pense que Noam est innocent, victime d'une erreur judiciaire. Je le crois toujours, même après les lettres. Nous y reviendrons plus loin. Au rayon du bizarre, il y a les moments où on ne comprend rien de ce que raconte l'incesteur. On ne comprend pas ses mots, on ne comprend pas qu'il puisse penser comme il pense. Si vous ne connaissez pas RS, vieil ouvrier agricole célibataire et sans enfant biologique, vous ne pouvez pas comprendre l'indicible sensation qui vous tombe sous les épaules après 2 fois 2 heures, au bout desquelles vous vous demandez toujours comment il est possible de croire qu'on est condamné à 12 ans de réclusion pour des bisous à un gamin qu'on a élevé et aimé. En dehors de l'indemnité qu'il lui devait par jugement et dont il s'est acquitté, RS verse chaque mois une petite somme d'argent à son fils adoptif qu'il n'adorerait pas davantage s'il était un dieu, et prie chaque matin, en y croyant, pour que le jeune homme vienne lui rendre visite.
La définition du viol. L'incesteur a du cœur et des valeurs. Il respecte notamment la loi qui condamne sévèrement le viol, a fortiori le viol d'un enfant ou de son enfant. Le système judiciaire et la loi, qui font de lui un violeur, se méprennent sur ses intentions et le lourd malentendu, qui lui vaut de très longues peines de prison, repose essentiellement sur une définition non partagée du viol et de l'agression sexuelle. Comme dit ce père qui a eu des relations sexuelles avec son fils, ouvrez les guillemets, le soir même j'étais en prison. En 4 heures j'avais tout avoué, j'avais tout dit, sauf Romain. Romain, ça a duré 2 heures, mais j'avais rien à dire. Et ensuite mon fils, et c'est là que j'ai découvert que j'avais violé mon fils. Fermez les guillemets. La loi définit le viol à partir du non-consentement d'au moins un des partenaires à la relation sexuelle. L'incesteur définit le viol à partir de l'état d'esprit qui prédispose à son passage à l'acte. Il cherche du plaisir sexuel et, en homme autonome, va le chercher là où il peut le trouver, là où c'est facile, pas cher, et sans nécessité d'opération de séduction dont le résultat n'est en outre jamais assuré. L'incesteur se sert. Il n'est pas forcément un violeur et n'a pas l'intention de violer, au sens de violenter, d'exercer une violence. L'incesté, en retour, crie rarement, voire jamais, ne se plaint pas, en tout cas pas explicitement, ne s'oppose pas à la relation sexuelle. L'incesté est obéissant, comme la plupart des enfants. Il est assez rapidement habitué à la relation sexuelle et les éventuelles marques d'opposition ou de refus disparaissent avec la répétition des rapports. Belote, rien ne manifeste l'absence de consentement des incestés à l'inceste. Rebelote, en conséquence de quoi l'incesteur ne sait pas qu'il viole. Le même père d'expliquer, ouvrez les guillemets, je ne mesurais pas que j'avais pu lui faire du mal, que je lui ai fait du mal. Je n'en avais pas conscience à ce moment-là. C'est plus tard, ici, que je m'en suis rendu compte. C'est ici en psy. Au contraire, comme pour moi quand j'étais petit, c'était la vie, comme s'il n'y avait pas vraiment d'interdit. Ou du moins s'il y en avait, il n'était pas dit, donc on ne pouvait pas le savoir. Fermez les guillemets. Les incesteurs sont confrontés à des situations qui nous mettraient tous en difficulté, sinon en échec. Dans la vie quotidienne, il n'est pas rare du tout de faire du mal à ceux qu'on aime et de ne pas s'en rendre compte. On fait du mal à son conjoint parce qu'on l'aime mal, ou pas assez, ou trop. On veut laisser du temps de repos à ses vieux parents et on ne passe plus de vacances auprès d'eux. Résultat, ils se sentent abandonnés. On fait du mal à ses frères et sœurs parce qu'on insiste pour leur confier les enfants, croyant leur faire plaisir. Et c'est comme du sel sur une plaie parce que votre frère est stérile. Bref, on pense faire pour le mieux, mais on se trompe. On ne mesure pas, parfois oui, mais parfois non, que ce qu'on croit être bien ne l'est pas. Tant mieux parce qu'on ne pourrait pas vivre en se remettant sans cesse en question. En prison, le travail du psychologue consiste à réaffecter les valeurs. Votre représentation de ce que vous avez cru bien et bon pour vous doit devenir une représentation de quelque chose de mauvais. L'incesteur croyait être un bon vivant, un joueur, il doit devenir un violeur. TC. Mais moi, à chaque fois, je faisais le vide dans mon esprit. Il ne s'était rien passé, j'étais vraiment naïf par rapport à ça. Je me disais que c'était juste un jeu, alors que le fait de la répétition, c'était grave, quoi. Dorothée Ducy. Mais vous saviez que c'était interdit et illégal. TC. Ah non, j'étais complètement en dehors de tout ça. Pour moi, au contraire, c'était une façon de me libérer de mes pulsions, de ce besoin de dire à des garçons, vous avez le droit d'avoir des jeux sexuels entre vous. Fermez les guillemets. L'autre problème, comme dit mon voisin, c'est que tous ces gars sont restés sur la définition communément admise du viol, non légalement caractérisé. Les hommes conçoivent le viol ou l'agression sexuelle comme un rapport hétérosexuel avec pénétration vaginale. Quelques pages plus haut, André disait bien qu'il avait eu cette idée bizarre pour protéger sa fille aînée du viol qu'il était tenté de lui imposer. Il avait pensé la sodomiser, ce qui pour lui n'était pas défini comme un viol.
Très peu d'hommes et probablement très peu de femmes, et donc très peu d'incesteurs, savent que toute pénétration imposée par la menace, la contrainte ou la surprise est un viol. Et c'est dommage parce que cela les perd. Dorothée Ducy. Et vous avez reconnu les faits tout de suite? YT. Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, pour moi, il n'y avait que des attouchements. Pour moi, je ne les avais pas violés. À l'époque, je ne savais pas que la fellation, c'était un viol. Quand ils m'ont expliqué, j'ai dit, dans ce cas-là, oui. Dorothée Ducy. Mais vous m'avez dit que vous ne vouliez pas toucher à leur virginité, et en même temps, vous êtes condamné pour viol. YT. Oui, mais alors, ces viols, c'est pour fellation, c'est pas vaginal. Oui, pour moi, c'était attouchement. Je savais ce que je risquais, mais pour un attouchement. D'ailleurs, je ne sais pas, mais je crois que même si à l'époque j'avais su que la fellation était un viol, je crois que j'aurais su dire le holà, je crois. Mais bon, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas très bien que je ne voulais pas, je sais très bien que je ne voulais pas les violer, ça c'était sûr, ça faisait une différence. Dorothée Ducy, c'est trop bête, hein? YT. Oui, tout est trop bête. Depuis que j'ai réfléchi à ça, je suis persuadée qu'il y en a beaucoup pour qu'on voit dans les journaux accusés de viol. Et c'est ça, si ça se trouve. Il y en a beaucoup que c'est pas du viol, comme moi je l'entends, quoi. C'est sûr. Fin du dialogue. Les incesteurs détenus que j'ai rencontrés en prison sont nombreux à avoir l'impression de s'être fait prendre au piège de la loi. Ils ignoraient que la fellation imposée est passible d'un procès aux assises, et, comme dirait le petit Gibus, s'ils avaient su, ils l'auraient pas fu. Ce qui en dit long sur la pulsion qui pousse les incesteurs et le violeur en général à l'agression sexuelle et qui est maîtrisée au gré du risque qu'elle fait prendre au pulsionneur. Pour l'incesteur, autrement dit dans l'ordre social, un viol ne peut être commis que par un homme et avec son sexe. Noam, évoquant les gestes sexuels imposés quand il était petit par la fille de la famille d'accueil, parle d'abus. Aucun des participants que j'ai rencontrés en prison ne conçoit comme un viol un rapport sexuel imposé par une femme. Dans le monde de l'incesteur, la haine et le pénis sont deux ingrédients indispensables du viol. L'incesteur aimant et prévenant n'a du violeur que le pénis. Entrer un doigt ou une main dans le vagin ou l'anus de son enfant, pour l'incesteur, est un attouchement, autrement dit, une caresse. André. Et Hélène est venue témoigner, mais elle aussi dit que ça a commencé très jeune et je ne m'en souviens pas. Pourtant, c'est allé assez loin avec elle. Je ne l'ai pas violée, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je dis pas violée, mais c'est parce que pour moi, à l'époque, avant ça, je pensais que viol, c'était avec le sexe. Avec le doigt, je savais pas que c'était un viol. Je savais pertinemment que j'avais pas mis mon sexe et qu'il n'en était pas question. Puisque, à partir du moment où j'ai introduit le doigt, je me suis aperçue qu'elle n'était pas vierge. Alors, vous dire comment je m'étais aperçue qu'elle n'était pas vierge? Dorothée Ducy, mais elle était toute jeune. André, bah, je sais pas, je sais pas. Fin du dialogue. L'affaire DSK, à l'été 2011, a fait couler beaucoup d'encre dans le sens de l'importance des nuances dans la définition profane du viol. De tous les pense-bêtes qu'on a pu lire, il faut retenir que, dans l'ordre social dominant, qui est le monde de l'incesteur et de nous tous, une femme ou une enfant qui hurle son refus n'est pas forcément une femme qui refuse le rapport sexuel. Pour qu'il ait viol, il faut que l'homme qui souhaite le rapport sexuel ait un profil de violeur, comme on l'a appris de la bouche de spécialistes pendant les TDSK. Je refuse de faire l'écho et de citer les auteurs de cette affirmation, qui serait simplement ridicule si elle n'était pas dramatiquement performative. L'idée fait long feu, et le fait que l'incesteur n'ait pas un profil de violeur retient les incestés, parfois pendant des décennies, de penser qu'ils ou elles ont été incestés. Pour qu'il y ait viol, il faut en sus que le rapport a été extorqué avec intention de nuire, ou quelque chose d'approchant une connotation agressive. Le consentement du partenaire n'entre pas en ligne de compte dans la définition commune du viol. L'appétit vient en mangeant, comme dit le proverbe, et dans une langue ad hoc,
Le désir peut s'obtenir en cours de repas, entre guillemets. Tout le monde le sait, se passer du consentement de son ou sa partenaire pour démarrer un rapport sexuel est tout à fait banal. Sur le continuum du consentement, qui va de oui, j'ai très envie tout de suite, jette-toi sur moi, au viol, les options séparant les deux pôles sont nombreuses. Sans parler de l'excitation sexuelle fatalement induite par la stimulation, pour les garçons comme pour les filles, même quand l'intérieur de la tête est en révolte ou en stand-by. Sans mentionner non plus une autre des caractéristiques de la définition courante du viol, qui suppose un événement unique et non des années de relations affectives. Au bout du compte, difficile pour quiconque de savoir exactement à quel endroit du continuum on se situe, et les incesteurs ont des raisons logiques, donc légitimes, de considérer qu'ils ne sont pas des violeurs. L'éthique de l'incesteur. Pour l'incesteur, le passage à l'acte incestueux n'est pas très grave, et c'est pour cela qu'il est très courant. La réalité des situations vécues semble indiquer que le viol n'est grave que pour les personnes violées. À propos des raisons qui l'ont poussé à agresser ses deux belles-filles, ce beau-père explique simplement. YT. Elles étaient là, c'est tout. Malheureusement, comme le couple n'allait pas, c'est elles qui ont suivi. Dorothée Ducy. Qu'est-ce qu'elle a dit, votre femme? YT. Ben, qu'elles étaient loin de s'imaginer ça, qu'elle ne comprenait pas trop, mais en même temps, je pense qu'elle ne m'en veut pas trop parce que sinon elle ne viendrait pas, c'est ce que je me dis. Fin du dialogue. L'incesteur a une morale, c'est un bon parent, un honnête homme qui ne cherche pas à se réhabiliter ou à se blanchir aux yeux d'autrui, puisqu'il n'est pas un violeur, et s'offusque qu'on imagine qu'il puisse violer. D'ailleurs, l'incesteur dispose d'une palette d'expressions variées pour désigner les actes pour lesquels il est condamné. Un beau-père dit « Je me suis occupé de ma fille, je lui ai fait une caresse, je lui ai effectivement baissé sa culotte, je lui ai embrassé le sexe, ça je l'ai reconnu. » Un oncle dit « Je préfère dire abuser » et plus loin dans l'entretien désigne les viols par l'expression « faire du mal ». Sont également employés les termes faire des bisous, les faits, ce que j'ai fait, ça, les bêtises, j'ai fait une connerie, incestuer, prendre ma fille, un problème et, bien entendu, faire l'amour. Jeanne Guilguin, dans un article où elle explorait les arguments des auteurs d'inceste relatifs à la morale et à la justice, était étonnée que ces informateurs parlent d'amour, d'histoire d'amour et de relations privilégiées avec les enfants, alors que le discours psy et les travaux sur les pédophiles évoquent constamment l'absence d'affect et d'empathie des abuseurs. Il serait injuste de considérer l'incesteur comme un violeur, lui qui a justement à cœur de laisser ses filles indemnes de toute défloration et qui veille précisément à éviter le coït. YT. Ça a duré environ de 85-86 jusqu'à 90, jusqu'à leurs 10 ans à peu près. Je les ai jamais touchées quand elles sont devenues demoiselles, quoi. Alors qu'elles disent que c'était jusqu'à leurs 16 ans. Dorothée Ducy. Ça fait une différence. YT. Oui, oui, c'est pour ça que je dis que les juges ont été compréhensifs. Dorothée Ducy. C'était quoi pour vous la différence quand elles ont grandi? YT. Bah déjà, pour moi, il n'était pas question de les violer, de toucher leur virginité. Donc je ne les ai jamais touchées quand elles ont commencé à se former, quand elles sont devenues des femmes. D'ailleurs, au tribunal, ils m'ont demandé pourquoi je n'avais pas trompé ma femme, et j'ai dit, je ne sais pas, j'ai pété un plomb pendant des années, et voilà. De toute façon, je le savais, à chaque fois je me disais, faut que j'arrête mes conneries, je risque la prison. Et puis bon, à chaque fois, voilà, elle revenait, je me laissais faire, je poussais aussi le bâton, quoi. Fin du dialogue. La petite fille n'est pas une partenaire sexuelle, contrairement à la fille qui commence à se former, entre guillemets. La fillette, dans le monde de l'incesteur, est un objet manipulable à loisir, mais un objet qu'on aime bien et qu'on laisse tranquille quand elle grandit pour ne pas la violer, et ce faisant faire de soi-même un violeur. André, à qui je faisais remarquer que sa fille était jeune, 11 ans,
au moment où elle s'était dit qu'il pouvait avoir avec elle des rapports sexuels, répond qu'elle devait plus être si jeune car selon lui, elle n'était plus vierge. Ouvrez les guillemets. Pour moi, elle ne l'était pas parce que je n'ai pas senti l'hymen. Je n'ai pas senti de résistance. Elle était très excitée cette fois-là, et puis comme elle avait plusieurs copains, je ne savais pas jusqu'où à cette époque-là. On parlait beaucoup de libération des mœurs. Je ne sais pas s'il y a 14 ou 15 ans, parce que c'était cet âge à peu près. Je ne sais pas du tout jusqu'où elle est allée. Fermez les guillemets. Dans le monde des incesteurs, la question de la virginité des filles tient une place importante. Il se félicite de préserver la virginité de sa fille, mais s'il n'y arrive pas, l'incesteur cherche systématiquement à prouver que sa fille n'était plus vierge. En background à cette stratégie dégouline toute l'idéologie méprisable de la virginité associée à la pureté, de la non-virginité qui fait de sa fille une pute, et d'une pute une fille qu'on est autorisé à prendre. L'incesteur pense souvent que son enfant était pubère au moment de l'inceste. Pour rester le parent aimant et prévenant qu'il est à ses propres yeux et pour son interlocuteur, l'incesteur est bien forcé d'oublier l'âge réel de son enfant au moment des relations sexuelles, le vieillit et raccourcit la période des viols, qui sont réduits, dans son discours, à quelques événements s'échelonnant sur un tout petit moment de sa vie, voire à une fois unique. Hélène, dans l'épisode que relate André, avait 11 ans. Mais l'incesté, comme on l'a vu, peut être un tout petit enfant, voire un bébé. Peu importe, la plupart des procès, quand ils ont lieu, se tiennent des décennies après les faits, et l'incesteur peut compter sur les défaillances de sa mémoire et de celle des autres qui auraient un mot à dire. Dans l'idée de l'incesteur, avoir des relations sexuelles avec une fille pubère est moralement moins condamnable, même s'il s'agit de sa propre fille. La nubilité octroierait à la fillette un devoir de disponibilité sexuelle pour tout partenaire qui ressentirait le besoin de la prendre. Le point de vue de la fillette est totalement absent du discours candide du père qui explique que, dans la mesure où il imaginait sa fille opérationnelle sur le marché de la sexualité, ce qu'il insinue par « je n'ai pas senti de résistance », il ne lui portait pas préjudice en ayant avec elle des relations sexuelles. Si un rapport sexuel avec une fille de 15 ans paraît à l'incesteur et au législateur moins de la pédophilie, moins de l'inceste, moins de l'abus de mineurs, et donc moins condamnable, c'est d'un point de vue de masculiniste, c'est-à-dire libéral, s'agissant de l'appropriation du corps des femmes. Du point de vue de la fille, et surtout du point de vue de la fille violée, il n'est pas plus acceptable d'être violée à 16 ans qu'à 13. La loi et le droit soutiennent l'incesteur dans son besoin d'intérioriser qu'il n'est pas un violeur via une palette d'outils de différentes natures. Les délais de prescription qui empêchent l'incesté de porter plainte passé un certain délai, l'âge de la majorité sexuelle qui conditionne la qualification de viol, et la possibilité de plaider la maladie, donc l'irresponsabilité. Ce que tente le jeune homme animateur de centre aéré. Quelques années auparavant, dans un accident de mobilette, il s'est heurté la tête et a souffert d'un traumatisme crânien qui l'a transformé, dit-il, en compulsif sexuel. Il a fait appel de la décision des juges qui l'ont condamné pour inceste sur son neveu et a réussi à convaincre un neuropsychologue expert qu'on ne pouvait pas exclure totalement l'hypothèse du traumatisme crânien. Aidé dans sa démarche par sa famille, dont son frère, le père de l'enfant incesté, il a demandé une indemnisation pour le préjudice que représente la peine de prison. Ouvrez les guillemets. Un pas pour chaque planche et une planche pour chaque pas. Fermez les guillemets. C'est un extrait de Benoît Poulvorde dans Les Randonneurs. André opte pour la stratégie de la distance et de la logique judiciaire. Si on ne peut pas te mettre en accusation parce que les faits qu'on te reproche sont prescrits, alors tu n'es pas coupable. André ne peut décemment pas récuser le statut de personne ayant autorité s'agissant du lien qui l'unit à ses filles et à sa belle-fille, mais se dédouane de l'autorité exercée sur son neveu violé, d'ailleurs à peine un neveu, du point de vue des puristes de la parenté et de la loi, puisqu'il est le fils d'un frère de sa femme. André.
C'est le fils du frère de ma femme. C'est un neveu par alliance sur lequel je n'avais aucune autorité puisque quand on est parti en vacances, c'est ma femme qui avait autorité sur lui. Donc tout ça, ça avait été accepté pendant l'instruction, alors que ça n'aurait pas dû être, puisqu'il y avait une loi de 2002 qui disait que la fellation n'est un viol que s'il y a contrainte. Donc il avait reconnu qu'il n'y avait pas de contrainte, donc c'était pas un viol. Donc je ne devrais pas être inculpé de viol pour ça. Et en plus, le fait que ce ne soit pas un viol, il y a une péremption. Donc tout ça s'est décidé pendant la première demi-heure du procès aux assises où il a été sorti de la partie civile pour se retrouver comme témoin. Moyennant quoi, tout ça, ça agit sur les jurés. Sauf que j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, comme lui, ce qu'il voulait, c'était de l'argent. Comme il avait eu l'occasion de dire à ma femme que pour lui, ça n'avait pas été quelque chose de grave, puisque bon, j'étais un parmi tant d'autres. De l'extrait. Un parmi tant d'autres. Car selon une mythologie familiale qui a émergé lors de l'instruction, le jeune neveu aurait été victime d'un réseau de prostitution ayant des notables de la région pour principaux clients. Phénomène assez courant, la suspicion de prostitution juvénile, même forcée, fait du jeune homme devenu coupable d'impureté un suppôt de la concupiscence. Par un mécanisme équivalent à celui qui fait de la jeune fille déclarée opérationnelle sur le marché du sexe une volontaire à disposition permanente de l'homme qui veut la prendre, le jeune homme, puisqu'il est désigné comme prostitué, est également décrit comme cupide, vénal, greedy. Bref, André n'est pas un sale type, mais un homme parmi beaucoup d'autres. Comme dit le proverbe, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et André, ainsi que le font couramment d'autres incesteurs pour se mettre à l'aise, postule qu'il n'est pas le premier partenaire sexuel de l'enfant qu'il souhaite toucher. Comme en témoigne ce grand-père, qui ne voit rien d'invraisemblable à envisager que sa petite fille de 7 ans ait déjà eu des amants. Ouvrez les guillemets. J'ai touché à Vanessa qu'une fois c'est tout, je le certifie. Vanessa une fois et Jade une fois, c'est tout. J'étais réticent et j'ai arrêté mes bêtises parce que c'était pas la peine de pousser trop loin. Mais Vanessa, la petite fille, était très très avancée pour son âge. C'était une gamine très avancée, physiquement et intellectuellement. Et puis elle a menti, elle a raconté des bêtises. Au tribunal d'ailleurs, quand j'avais eu ces agressions, pas ces agressions, ces attouchements sexuels avec elle, j'avais trouvé ça drôle, la façon dont elle s'y prenait, dont elle opérait, vous comprenez. Vous auriez dit une petite jeune fille de 17-18 ans. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a montré tout ça? Il n'y a pas de problème, de la façon dont elle opérait, elle avait déjà tout fait. Et puis elle me dit, ouvrez les guillemets, on fait l'éducation sexuelle à l'école. Je me suis dit, l'éducation sexuelle est très bonne en CE1. Fermez les guillemets. Pulsion sexuelle. Parfois, les incesteurs ne peuvent pas s'empêcher de parler de sexe. Peut-être à cause de la frustration sexuelle occasionnée par l'enfermement, peut-être parce que ce sont des incesteurs, peut-être parce que je viens les brancher sur la question. Je ne sais pas, mais le résultat s'est parfois apparenté à une prise en otage de leur sexualité énoncée, et j'ai pu me sentir éclaboussée par T.C., moniteur de centre agréé, qui me racontait dans le détail, alors que je ne le lui demandais pas, comment il avait réussi à mettre dans sa bouche le sexe et les testicules de 4 garçonnets et 2 autres gamins tout nus à côté, et combien c'était excitant. T.C. est condamné pour l'agression de son neveu, pour les dizaines d'autres garçonnets. Il a échappé aux poursuites en surfant sur les délais de prescription et la difficulté de retrouver les enfants. Éclaboussé aussi, littéralement, par les postillons de salive de ce vieux beau-père autoritaire, à la voix tonitruante, qui parle des 2 traînés qui l'ont dénoncé alors qu'il n'y a mis que les doigts. Sans parler de ceux qui racontent qu'ils se masturbent, obligatoire pour tenir en prison. YH est un bon exemple de discours qui dérape vers une dimension érotique. Nous parlons de sa fille et de la thérapie qu'elle a suivie au moment du procès, et je lui demande simplement si c'est lui qui a mis fin aux abus. YH répond: Oui, je me suis mariée. Je l'ai rencontré en janvier 93, et disons qu'au niveau sexualité, j'ai retrouvé une norme plus valable que je n'avais pas avec ma première femme. Et donc, je n'avais plus l'utilité d'aller chercher ailleurs ce que je trouvais près de moi.
Même si j'ai eu aussi des maîtresses avec ma deuxième femme, elle est au courant d'ailleurs. J'ai eu une dizaine de maîtresses avec ma première femme et 3 avec ma seconde. Elle ne le prenait pas très bien. Sauf après mon divorce, où ma seconde épouse est devenue ma maîtresse. Ce qui fait que ça n'a pas trop plu au juge. Il n'a pas aimé que j'ai une vie extra-conjugale. On est toujours dans une société judéo-chrétienne où c'est interdit. Mais je pense que Dieu a autre chose à faire que de s'occuper de ça. Et oui, j'ai une vie sexuelle peut-être un peu plus importante que d'autres. Et tout de suite, c'est pas bon quoi. Personnellement, je ne vais pas m'extasier devant un film pornographique, je préfère de loin l'érotisme. Et il m'arrive de me masturber comme tout homme. Et ma foi, ça fait du bien, une bonne... puis c'est tout. Mais... fin de l'extrait. La situation d'enquête sur l'inceste doit-elle logiquement déranger à certains moments parce que le sujet relève de la sexualité? Parler d'affaires privées provoque-t-il forcément la gêne de ceux qui écoutent? L'impudeur qui caractérise les propos, leur caractère déplacé, parfois offensif, sont-ils significatifs de la difficulté de parler d'inceste? Résolument non, comme en témoignent les volets de l'enquête conduits auprès des incestés et des autres personnes de la famille. Tout est question de distance et, dans le monde de l'incesteur, à l'exception des très jeunes incesteurs qui ne deviennent pas forcément des incesteurs adultes, même une question sur la composition du dernier repas pourrait déboucher sur la narration d'un sujet sexuel. L'incesteur force la tête de son interlocuteur à se poser sur son intimité. Il jette sa sexualité aux oreilles. À vous de vous en accommoder. Pour autant, l'incesteur sait se tenir, et il ne lui est jamais venu à l'idée d'incester qui que ce soit au grand jour, de peur de se faire prendre. La fameuse théorie des pulsions, définie comme d'irrépressibles envies sexuelles à l'origine des viols, théorie qui ne résiste à aucune démonstration empirique puisque, au contraire, tous ces violeurs prennent soin de ne pas se faire pincer, vient troubler la réflexion que les incesteurs peuvent avoir sur eux-mêmes et sur les gestes qui les ont condamnés. Conçu par des spécialistes de la santé mentale et largement mobilisé lors des procès d'assises pour inceste ou lors des commissions d'évaluation, de suivi d'incarcération, la théorie des pulsions prive l'incesteur de ses propres éléments de justification, à charge pour l'incesteur, ensuite, d'admettre que les professionnels de la santé et de la justice savent mieux que lui ce qu'il a dans la tête, de plier ses souvenirs pour qu'ils correspondent aux cases prévues par les spécialistes, qui sont également ceux qui autoriseront sa remise en liberté. Et tant pis si l'incesteur s'embourbe dans ses pensées. PHR. Il y a une telle part d'inconscience. J'avais vraiment l'impression de vivre ça dans un rêve, dans quelque chose de complètement décalé. Même si mes souvenirs sont précis, je n'ai pas oublié. Je n'avais pas l'impression d'être hors de la réalité. J'étais tout simplement dans la réalité. Mais je ne sais pas comment expliquer ça, j'étais ailleurs. Je ne peux pas comparer avec d'autres, je n'ai pas d'éléments de comparaison. On m'a demandé si j'avais des pulsions. Je ne sais pas ce que c'est des pulsions. Certainement que c'était des pulsions. Mais comment savoir? Dorothée Ducy. C'est vrai que, dit comme ça fait bizarre. Le désir, c'est toujours des pulsions. PHR. Oui, par exemple, j'ai désiré ma femme, mais j'ai jamais eu de pulsions. Et quand je les ai désirés, eux, c'était des pulsions? Ou alors, c'est quoi les pulsions? Mais évidemment, ça a été beaucoup plus fort que ce que j'ai vécu auparavant. En tout cas, là, c'était beaucoup plus fort que ce que j'avais vécu auparavant. Je pense qu'il y avait une libération de l'être intérieur que j'étais. Mais ça m'a beaucoup poursuivi, cette histoire de pulsions. J'ai revisité toute ma vie pour voir si j'avais eu des pulsions. Fin de l'entretien. Ou encore ce grand-père incesteur, totalement déstabilisé par l'obligation qui lui était faite de revisiter sa vie sexuelle au prisme de la question des pulsions. Ouvrez les guillemets. Ma femme voulait jamais faire l'amour. Une fois, juste avant, elle m'a mis un énorme coup de genou dans les parties. Une autre fois, elle se lève au milieu en disant qu'elle a oublié de fermer le gaz. René, c'est un voisin, il avait passé 18 ans sans que sa femme accepte, mais lui, il s'en foutait. Ma femme, après la ménopause, elle a plus voulu du tout. Mais avant, même qu'elle n'avait pas envie, ça allait quand même, et ça se faisait sans violence. Comment ça aurait dû se passer? Je ne fume plus, je bois plus. J'avais bu, j'étais chou bouillant juste avant mes petites filles. J'ai arrêté net de boire, ça se ressent. De toute façon, en prison, on ne peut pas boire.
Mais avec ma femme aussi, je buvais un coup. Je connais personne qui boive pas un coup. Fermez les guillemets. Ce grand-père ne se fichait pas de ne pas pouvoir avoir de rapport sexuel avec son épouse et il lui paraissait donc normal de prendre sa femme, la civilité se limitant à ne pas y mettre de la violence. De la même façon que sur le tard, chaud bouillant, il a pris ses petites filles, ce qui, de l'avis de l'impétrant, n'était pas très malin, mais vous voyez ce que je veux dire, bouillant, c'est tout. Fermez les guillemets. Et ça ne fait pas de lui un malade ou quelqu'un qui souffre de pulsions. D'ailleurs, de son point de vue, ce serait plutôt sa femme, la malade, ou la méchante. Ouvrez les guillemets. C'est vrai, j'ai souvent fait le chien de boucher, vous savez. Faire le chien de boucher, c'est se coucher à côté de la viande sans y toucher. Je faisais le chien de boucher parce que j'avais une femme, vous savez, qui était frigide comme pas deux. Un iceberg. Faut être solide pour avoir une femme comme ça. Donc la gamine, je me suis couché à côté d'elle, puis je lui ai passé un doigt dans le vagin, c'est tout. Fermez les guillemets. Si on considère que ce grand-père est atteint de pulsion ou de pulsionnite, ou voyons voir, comment diraient les spécialistes, s'il est vrai que la pulsion sexuelle est irrépressible et que l'homme réduit à sa condition d'être de nature ne peut pas s'empêcher de sauter sur ses gamins quand il en a envie, alors sa place n'est pas en prison et il est irresponsable de ses actes. Et il faudrait modifier les lois pour que les incesteurs ne soient pas injustement condamnés pour des actes qui ne relèvent pas de leur libre arbitre. Cette perspective absurde invite à considérer autrement la théorie des pulsions et à s'interroger sur son opportunité pour qualifier les faits d'inceste. Théorie validée par André, que nous écoutons. André. C'est le frère de ma mère, l'abuseur de ma sœur. Il habitait à côté, il a passé beaucoup de temps à l'hôpital, il était très malade. Il devait épouser une femme qui s'appelait Renée, mais ça ne s'est pas fait et il est resté vieux garçon, comme on peut l'être sans argent. Je voulais en parler à ma sœur, mais est-ce que ça aurait pu avoir un lien? Je n'ai jamais pensé que ça aurait pu avoir un lien avec les pulsions que j'ai eues, peut-être. Tous les bouquins que j'ai lus parlent de ces problèmes d'hérédité. Mais là, je suis mal cette direction parce que si c'était vraiment ça, ça serait peut-être bien et on pourrait trouver des médicaments. Et à ce moment-là, si on trouve des médicaments, c'est que c'est une maladie. Et alors, pourquoi on me met en prison? Dorothée Ducy. Parce que l'hérédité, ça ne veut pas dire biologiquement héréditaire. Ça veut dire que depuis tout petit, vous avez été élevé dans une famille où vous avez baigné dans un bain d'abus sexuels. C'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. André. Mais j'ai eu une enfance heureuse, quand j'y pense, j'étais bien, j'étais heureux. En grandissant, j'ai jamais eu de problème avec mon père. Ma mère ne m'a jamais tapé, elle m'a donné 2 ou 3 gifles, mais mon père jamais. On avait de bons rapports, on adorait les chiens tous les deux, jamais de gestes déplacés, on allait à la chasse ensemble. Vous savez, au stade où j'en suis de ma réflexion, je me dis que c'est pas une famille anormale. J'en ai parlé avec le psy. J'avais énormément d'affinités avec des copains, des copines, et le nombre de filles qui ont eu des agressions sexuelles avec des oncles, avec des pères, pour moi, c'est presque la majorité parmi mes connaissances. On parle de 10 millions en Amérique, ça me paraît énorme. Maintenant, on en parle beaucoup plus, mais avant, c'était des jardins secrets, des tabous. Et puis, toutes les filles et tous les garçons ne réagissent pas de la même façon. Il y en a qui sont plus costauds. Dorothée Ducy. Vous croyez qu'il y en a que ça n'atteint pas vraiment? André. Il y en a qui montrent que ça ne les atteint pas beaucoup, mais ça ne veut rien dire. Par exemple, Vanessa, il n'y a rien qui montrait que ça l'atteignait. C'est après qu'elle l'a dit. Dorothée Ducy. Cette histoire de pulsion, ça ne me parle pas vraiment. André. Si, il y a bien des pulsions, parce qu'à un moment donné, j'étais tellement excitée que je n'arrivais pas à me calmer. À un moment donné de la journée, quand je savais que j'allais la voir, il m'arrivait, je vais vous dire franchement, de me masturber en l'attendant pour me calmer. J'étais tellement excitée. Je suis arrivée à ce genre de choses. C'est sûr que ça n'aidait pas après un repas bien arrosé. Lorsque c'est arrivé avec la petite Pascale, on sortait de chez ses parents et on allait chercher un appareil photo. C'est elle qui s'en souvenait, je ne m'en souvenais même plus. C'est là que c'était passé. Ça s'était passé. Peut-être qu'en temps normal, je pouvais mieux me tenir. Dorothée Ducy. Mais pourquoi, au moment des pulsions, votre désir ne va pas vers les femmes adultes? André. Mon désir, il va aussi vers des femmes adultes, mais il n'y a pas que des femmes adultes autour de moi. Vous savez, dans la rue, des mineurs, à part deux, enfin, ma vraie fille et ma fille Vanessa, les autres, c'étaient des majeurs.
Parce qu'à un moment donné, on parlait d'une petite américaine, elle avait 16 ans, mais c'était la deuxième année et elle avait 17 ans, et j'ai essayé une fois de la toucher. C'était plus une mineure, c'était plus une mineure, c'était une jeune fille. Puis en plus, elle était belle, cette jeune fille. Fin du dialogue. La pulsion agit donc comme une sorte d'interrupteur qui permet de switcher soudainement d'une relation sociale, avec ses codes et ses limites, à une relation naturalisée entre deux individus où on laisse de côté ponctuellement tout ce qui fait des individus des êtres sociaux. Cette petite leçon de linguistique permet de définir que le terme de pulsion consiste, selon certaines conditions de discrétion, à ce que des gens, exclusivement des hommes, s'autorisent à satisfaire leur excès de libido là où c'est le plus simple et le plus rapide pour eux. En termes techniques, ce serait juste une sorte de soupape à libido. Variation sur le thème de l'interdit. Avant d'entrer dans le détail de ce que les participants avaient communiqué aux autres de l'inceste, j'ai posé une série de questions biographiques permettant de les situer sociologiquement et d'avoir un aperçu de leur vie jusqu'à la prison. Autant le dire tout de suite, les différences de classe sociale conditionnent la disposition à s'exprimer précisément et facilitent la parole, mais n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de l'inceste et du silence sur l'inceste dans la famille. Il n'y a pas de spécificité sociologique du rapport à la sexualité dans les familles, à l'intimité, à la promiscuité, à la parole. J'ai demandé aux participants d'où ils venaient, où ils avaient grandi, s'ils avaient des frères et sœurs, un métier, un emploi, une maison, une famille, etc. Le récit de vie terminait forcément par un mot, ou 1 heure ou 2 heures, sur la procédure judiciaire et la prison, et l'entrée en matière sur l'inceste du coup, se faisait à l'initiative des hommes qui, systématiquement, à un moment donné, abordaient la question de ce que j'appellerais la transgression qui les a conduits en prison. Il n'y a pas de différence sociologique dans la façon d'être incesteur, mais il y a en revanche des places et des rôles familiaux distincts dans la famille. Quand l'incesteur est le père de l'incesté, leur relation est forcément spécifique. Idem s'ils sont frères et sœurs, oncles et neveux, etc. S'agissant du père, il a devoir d'éducation, et c'est à lui que revient la prérogative d'enseigner à ses enfants les lois sociales ou morales. L'inceste ne faisant pas du père un mauvais père, il est donc celui qui apprend à sa fille que l'inceste est interdit. Un bon père de famille se soucie du bien-être de son enfant, même quand celui-ci est violé par ses soins, si je puis dire. Et la spécificité de l'incesteur consiste à conjuguer la contradiction par une attitude directive et l'ingérence. Il interdit ou autorise jusqu'à la possibilité de la réparation de son enfant. L'incesteur est autoritaire. YH. Pour moi, j'estime que ça a très bien évolué dans la mesure où j'ai tout accepté, même des choses qui n'étaient pas réelles. Je veux dire, c'était ma fille qui m'a accusé de viol. Pour moi, il y a eu viol dans le sens où c'est inadmissible pour un père de toucher sa fille. C'est un viol qui peut être non seulement physique mais moral. Mais il n'y a pas eu viol. Dorothée Ducy. Ah bon, d'accord. Mais pourquoi il y a eu ce chef d'inculpation alors? YH. C'est moi qui avais dit à ma fille qu'elle avait 10 ans après sa majorité pour le faire. Oui, je voyais ma fille qui allait de moins en moins bien et je lui ai bien fait comprendre qu'elle pouvait porter plainte contre moi et qu'elle avait jusqu'à 10 ans après la majorité pour le faire. Dorothée Ducy. Comment vous étiez au courant de la loi sur la prescription? YH. Mes 3 sœurs ont été violées par mon père. Dorothée Ducy. Bon. YH. Donc j'étais au courant de l'affaire. Fin du dialogue. Évitons les malentendus. Un père incesteur n'est pas un idiot et sait que l'inceste est interdit. Je savais que j'ai pas le droit de prendre ma fille. Il est comme presque tout le monde, il l'a appris à un moment ou à un autre. Du coup, il peut se mettre un peu en colère si on lui pose naïvement la question de savoir s'il était au courant que l'inceste est interdit. YH de poursuivre. Dorothée Ducy, quand vous avez YH abusé, je préfère. Dorothée Ducy, d'accord. Quand vous avez abusé de votre fille, vous saviez que c'était interdit par la loi au moins?
YH. Suite à ce qui s'était passé avec mes sœurs, oui, mais sur le moment, en étais-je conscient? Je n'en sais rien, je ne pense pas. Si j'avais été conscient sur le moment, je ne l'aurais pas fait. Je ne pense pas qu'un père... Dorothée Ducy. Ne vous fâchez pas, après c'est une gestion du risque. YH. Oui, mais vu quand même, si on prend les années 90, il faut savoir qu'à cette époque-là, si on se tenait au courant, il y en avait de plus en plus de dénonciations. Ça sortait beaucoup plus facilement. Il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas sortir. J'aurais été vraiment stupide de ne pas le savoir, et je ne pense pas être stupide. Vous me demandiez si j'avais fait des études. Je n'ai pas fait des hautes études, mais j'ai été mariée 17 ans quand même à un professeur de français, et c'est un milieu où on apprend aussi car la vie nous apprend. Je ne fais pas beaucoup des cas d'études, mais maintenant non, je ne pense pas qu'un père, quel qu'il soit, puisse être conscient de l'interdit au moment où il passe à cet acte. Ou alors dans ces cas-là, c'est qu'il a un niveau très bas de morale, ou alors en fait, c'est qu'il ne réagit pas à certaines choses. Fin du dialogue. Et pour ceux qui se demandent comment l'incesteur s'accommode de la loi, qu'il n'ignore pas, au moment où il passe à l'acte, je répondrai: c'est bien plus simple qu'il n'y paraît, et l'incesteur s'en accommode simplement, en homme libre, qui cède à la facilité, comme le dit Yvon plus loin. Comme André. Notre André surdiplômé et cadre supérieur toute sa vie, prototype de l'homme libéré, au sens où l'était la femme libérée dans les années 80. Émancipé des conventions archaïques. Il fait ce qu'il veut, cultive son enthousiasme et sa liberté de vivre comme il l'entend, et, en homme éclairé, fabrique une définition personnalisée de ce qui est interdit, calée sur les enjeux éventuels de la transgression. Un peu comme quand on gare son auto sur une place de stationnement jaune destinée aux livraisons. On s'exonère de la conscience de l'infraction en remplaçant la déplaisante pensée de l'interdit par la non-gravité de se garer. Si André modère son enthousiasme à avoir des relations sexuelles avec ses filles en plein jour et en public, c'est peut-être parce que ça ne l'a pas tenté, quoiqu'il soit un peu exhibo. Mais c'est surtout parce qu'il ne sait pas que ce n'est pas bien. Pas bien, mais c'est surtout parce qu'il sait que ce n'est pas bien. Pas bien, mais pas pire, au point qu'il se l'interdise, comme il s'interdirait le vol ou le meurtre. Dorothée Ducy. Vous avez dit libération de la femme. Vous ne saviez pas que si c'était vos filles, vous ne deviez pas, qu'un père et sa fille, ça ne doit pas avoir de relation? André. Si, je savais que c'était pas bien. Je me cachais, donc je savais que c'était pas bien. Mais je savais pas l'importance que ça pouvait avoir. Ce que je regrette, c'est qu'à l'époque, on n'ait pas dit combien c'était grave. Sinon, je crois que je ne l'aurais pas fait. Je crois. Je ne peux pas vous dire que je pensais que c'était bien, mais je pensais pas que c'était aussi traumatisant. Traumatisant, que j'allais bousiller la vie de mes filles. Parce qu'elles avaient très bien réussi leur vie sociale, et je ne pouvais pas savoir comment se passait leur vie intérieure et que leur comportement à mon égard ne trahissait pas ça. J'ai pas eu de moyen de savoir. Même Hélène, la fille aînée, qui était fâchée avec moi à cause de ça, elle ne m'a jamais dit que c'était à cause de ça. Je croyais que c'était pour d'autres problèmes. Je ne me suis pas posé la question. Dorothée Ducy. Mais quand il y avait ces relations sexuelles avec vos filles, elles vous faisaient savoir qu'elles étaient contentes? Elles disaient quoi? André. Ces relations, ça se passait le soir, quand on était en train de se laver. Même Vanessa, belle-fille cadette, c'est elle qui a porté plainte, venait dans la salle de bain prendre une douche alors que je venais me laver, qu'elle avait sa salle de bain avec une baignoire en haut à l'étage. Et après, j'entends dans le procès qu'elle avait une panique noire de se retrouver seule avec moi. C'est pour ça que je ne pouvais pas, à l'époque, qu'il n'y avait rien qui me faisait une alarme. C'est comme la piscine. Elle voulait que je l'emmène à la piscine, mais à la piscine, je la touchais un petit peu sous l'eau, et elle voulait quand même y retourner. Fin de l'extrait. Une belle-fille n'est pas une fille, et que ce soit dans le volet de l'enquête concernant les incestés ou dans celui-ci, les situations où le beau-père incesteur n'a pas agressé ses propres enfants sont fréquentes. La loi sociale dit qu'un père ne doit pas coucher avec sa fille, mais ne dit pas grand-chose à propos des enfants des familles recomposées, et notamment des belles-filles. D'après Claude Lévi-Strauss, l'interdit de l'inceste fonde la société humaine, car il oblige les hommes à nouer des relations avec des étrangers. Du fait de cet interdit, les hommes ne peuvent en effet fonder de famille avec leurs sœurs ou leurs filles et doivent donc trouver des femmes hors de leur communauté. Présentation de la théorie plus ou moins copiée de Wikipédia.
Le tabou de l'inceste, comme on dit en langue populaire, serait alors une construction sociale destinée à défendre l'exogamie en tant que fondement de la société. C'est ce que dit grosso modo l'article inceste de Wikipédia, plus facile à comprendre et plus lu que Lévi-Strauss. CQFD, on ne fait rien d'interdit et pas de mal à la société en couchant avec les filles de sa femme. Dorothée Ducy. Pourquoi vos deux belles-filles et pas la vôtre? C'est quoi la différence? Votre fille, vous n'avez pas YT. Bah non, ça me serait pas venu à l'idée. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est ma vraie fille? Dorothée Ducy. Ah oui, vous sentez une différence? YT. Ah oui, quand même. Même que je les prends pour mes filles quand même. Mais je sais pas. C'est surtout que j'ai arrêté en 1990. Alexandrine avait 4 ans. Ça n'allait pas à ce moment-là, mais rien. Comme dit mon avocat, j'étais un mec bien jusqu'en 86. De 86 à 90, il y a eu un trou. Et ensuite, je suis redevenu le mec bien que j'étais. Fin du dialogue. Un mec bien, ça se discute, mais en attendant, YT est typiquement un homme qui a intériorisé et donc respecté la règle de l'interdit de l'inceste. Il ne lui est pas venu à l'idée de toucher sa fille. Les viols incestueux sont des viols d'aubaine, commis par des types bien, qui ne sont pas des sales types, mais des hommes qui trouvent légitime que les femmes et les enfants soient à leur disposition sexuelle. Comme une soubrette qui est là pour qu'on la trousse, si vous voyez de quoi je veux parler. Pour Noam, le jeune garçon friand des annonces épistolaires, la situation est différente puisqu'il ignorait qu'il ne devait pas avoir de rapport sexuel avec sa nièce adolescente. Cette lacune est peu courante, mais, au demeurant, ce n'est pas la seule de Noam, dont le parcours est heureusement atypique. Il est issu d'une famille très défavorisée de 13 enfants, dont il est le 10e. Dorothée Ducy. Pour contextualiser, je peux vous demander votre métier, votre région? Noam. Je suis originaire d'Orléans, mais j'ai pas grandi là-bas. J'ai été beaucoup en intérim, j'ai pas fait d'études. Mon niveau d'études est bas. J'ai jamais vécu avec ma mère. Famille d'accueil, foyer, depuis que j'ai 3 ans. Dorothée Ducy. Vous n'avez pas de papa? Noam. Décédé depuis que je suis petit. Dorothée Ducy. Vous avez d'autres frères et sœurs? Noam. On est 13 de la même mère, je suis le 10e. Dorothée Ducy. Il y a plusieurs pères? Noam. Je suis incapable de le dire. Je sais qu'on est tous de la même mère, mais alors, pour le père... Je suis passé en jugement et le tribunal dit qu'il y a 2 pères, mais on ne sait pas vraiment. Parce que j'ai une sœur qui a dit carrément au tribunal, on ne sait pas qui est le père de qui. Et finalement, on n'a jamais vraiment su. Ma mère avait une vie compliquée, alcool, tout ça. Moi, je suis restée avec elle jusqu'à l'âge de 3 ans, mais c'est tout. Personne n'est resté avec elle. Les premiers ont un peu d'écart, mais sinon, on est tous entre 2 ans et demi et 3 ans. Donc on n'a jamais vécu ensemble. Vous voyez vos frères et sœurs? Noam, non, c'est fini depuis... Dorothée Ducy, depuis l'affaire? Noam, non, pas depuis mon incarcération, depuis que je suis passée en famille d'accueil. On m'a mis 2 fois en famille d'accueil. La première fois, ça marchait pas, et la deuxième fois, on a eu une période que ça se passait bien, et du jour au lendemain, ça s'est dégradé. Je sais pas pourquoi. Et encore même maintenant, il y en a des plus jeunes que moi, je sais où ils habitent, je leur écris, mais ils ne me répondent jamais. Je sais pas si c'est familial ou de l'éducation. Je crois que c'est la famille d'accueil qui mettait en cause que ça marche pas entre nous. On nous a mis sous le nez la réalité de notre mère. Ce que moi, j'ai pas compris. Je suis peut-être l'un des seuls de ces enfants à penser que ma mère disait toujours vrai et à penser que tous les autres mentaient. Le tribunal, à mon jugement, m'a démontré que j'avais tort de croire en ma mère, en 2005. Dorothée Ducy. Mais en quoi vous avez cessé de croire? Noam. Je crois qu'elle nous récupérerait, ce qu'elle a toujours dit, et que je croyais. Je faisais tout pour revenir avec elle. Jusqu'à 2005, j'y ai toujours pensé. Malgré que je me suis mariée, j'ai eu des enfants. C'était en 2002-2001. Fin du dialogue. Noam n'a pas eu de chance, c'est le moins qu'on puisse dire. Une grande vague d'empathie m'a saisie en l'écoutant raconter son histoire. Et quand il dit qu'il ignorait que les relations sexuelles étaient interdites avec sa nièce parce qu'elle était mineure, je le crois, parce que je ne vois pas à quel moment on le lui aurait enseigné. En réalité, on lui a appris l'inverse. Isabelle, la fille de la famille d'accueil chez qui il a séjourné un moment, avait à peu près 14 ans quand elle a imposé à Noam, 11 ans, des moments sexuels pour lesquels elle n'a pas eu d'ennui. En enfant normalement intelligent,
Noam a saisi le contenu pédagogique de cette expérience et a compris que les échanges sexuels avec un enfant ou un adolescent de la famille étaient autorisés. Comme il le reconnaît volontiers, Noam a un niveau d'études très bas et d'une façon générale, un très bas niveau de connaissance en toutes choses. Mais ce qu'on a pris la peine de lui apprendre, il l'a bien retenu. Dorothée Ducy. J'essaie, mais je ne vois pas le lien entre manque d'éducation sexuelle et viol. Noam. C'est des bases que, par rapport à l'âge de Sandy, on aurait pu m'expliquer. On aurait pu me dire qu'une personne majeure, ça m'aurait peut-être marqué. Dorothée Ducy. On vous a rien expliqué de ça? Qu'on ne doit pas avoir une relation sexuelle avec une jeune fille quand on est un adulte? Qu'on ne doit pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un de sa famille? Noam. Avec la famille, je l'ai appris plus tard. À mes 20 ans, on va dire, j'ai compris ça. Quelqu'un l'a dit ou quelque chose comme ça. Et je ne savais pas. Sa famille, ses frères et sœurs, c'était ça. Après, que ce soit cousin, cousine, nièce, je ne savais pas. Parce que Sandy, c'était ma nièce, mais sa mère, c'était ma demi-sœur, alors... Et je pense aussi que le fait de ce que j'ai vécu avec leur fille sexuellement, ça m'a marqué. Ça m'a marqué par rapport à l'âge. On était jeunes, quoi. Elle a le même âge que Sandy à peu près. Je vais pas dire que Sandy avait le même âge qu'Isabelle, mais c'était ça, donc je crois que je trouvais ça normal. Fin du dialogue. En réfléchissant à cette double possibilité, que Noam n'ait pas su l'interdit et qu'il n'ait pas compris que sa nièce n'était pas consentante au rapport sexuel, là-dessus aussi je le crois, en tout cas à l'époque, je l'ai cru, j'y reviendrai plus tard. Je me demande aujourd'hui à quel moment j'ai su, moi, que je ne devais pas avoir de rapport sexuel avec des cadets de ma famille. Franchement, je ne sais pas, mais plus j'y pense, plus je me rends compte que cette question ne résout pas grand-chose. On ne va nulle part si on raisonne à partir de l'interdit. Au cours des premières années de la vie, puis des suivantes, on apprend qu'il y a des tas de choses qui sont interdites. Discuter en classe, casser la figure du gars qui vous a énervé, typiquement un truc de garçon. Inversement, comme beaucoup de filles et quelques garçons, je n'ai jamais compris le moteur de la bagarre, n'ai jamais appris à me bagarrer, à dresser mon poing, même pour me défendre. J'en ai fait l'expérience dans ma vie d'adulte avec une compagne qui était violente. Traverser la rue au feu vert, être la dernière d'une longue file d'attente au supermarché et sauter vers une caisse qui s'ouvre en prenant tout le monde de vitesse. Conduire sa mobilette sans casque, voler de l'argent dans le portefeuille de sa mère, draguer la fiancée de sa meilleure amie, ne pas déclarer aux impôts des revenus complémentaires, se déclarer parent isolé à la CAF. La liste des interdits, couramment transgressés, est infinie. André et la plupart des autres incesteurs ne sont pas particulièrement légalistes, c'est tout. Ils ont fait comme beaucoup de citoyens et se sont arrangés avec eux-mêmes pour s'autoriser à faire quelque chose qu'ils avaient envie de faire. Le diable. Je savais que c'était mal, sinon je l'aurais fait devant tout le monde et pas en cachette. Mais je ne m'imaginais pas, bien évidemment. Dorothée Ducy. Mais vous imaginiez que c'était mal vis-à-vis de qui? Le diable. Vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de ses parents. Vous travaillez dans ce domaine, donc vous savez, sauf dans les cas de violence extrême, je ne suis pas en train de dire que c'était bien, je ne cherche pas à fuir mes responsabilités. Mais enfin, il y a une complicité chez la jeune fille, peut-être le sentiment flatteur, les attentions d'un adulte. Je le voyais bien quand elle parlait de moi à ses petits camarades. Alors tout ça, ça contribuait à diluer le sentiment de responsabilité. Et puis, celui qui a des tendances pédophiles, forcément, il est tenté de voir les choses forcément de cette façon. Fin de l'extrait. Enfin, il arrive que l'incesteur autorise officiellement l'incesté à incester quelqu'un d'autre. Comme ça, c'est plus clair. Dorothée Ducy. Mais vous ne lui avez pas dit que ce n'était pas une bonne idée qu'il ait des relations avec sa sœur? TC. Oh bah non, j'étais un peu envieux. Quelque part, ça ne me paraît pas grave d'avoir des jeux sexuels avec sa sœur. S'ils peuvent s'amuser, se donner du plaisir, pourquoi pas? Dorothée Ducy. Mais elle était d'accord? THC. Je ne sais pas.